Bonjour, bonjour, je suis Sandrine Vara et bienvenue à ce webinaire dédié à l'influence commerciale et en particulier aux enjeux juridiques pour les créateurs de contenu et pour les marques. Alors c'est un sujet sur lequel on est de plus en plus interrogé, raison pour laquelle il nous est apparu intéressant de faire un petit topo sur le cadre juridique de cette activité. On est de plus en plus interrogé, notamment par nos clients entreprises et PME qui veulent faire appel à des personnes qu'ils considèrent comme influentes dans certaines communautés et qui donc s'interrogent sur le cadre juridique applicable à faire travailler ou en tout cas à collaborer avec des personnes qui sont susceptibles de promouvoir leurs biens ou services. C'est une tendance actuelle, relativement nouvelle à l'échelle de l'histoire du marketing, mais qui se développe de plus en plus et qui est une stratégie de communication qui repose sur l'exploitation d'une communauté sur des réseaux sociaux et de tirer profit de la notoriété de quelqu'un à travers les réseaux sociaux pour faire découvrir, présenter, promouvoir ses services ou sa marque. Alors, selon les statistiques, on dénombrerait environ 150 000 influenceurs actifs en France, euh, même s'il est difficile de vraiment arrêter un chiffre parce que euh, tout dépend de comment on définit l'influenceur et notamment à partir du seuil à partir duquel on peut estimer que sa communauté justifie qu'il ait une influence. Mais en tout cas, il y a une explosion de cette mise en avant de soi-même et de son avis sur les réseaux sociaux qui a poussé la réflexion du législateur sur l'adoption d'une loi spécifique pour encadrer cette pratique. Alors, lors de notre présentation, on va diviser notre propos en deux parties. La première chose que l'on va regarder, c'est l'évolution de la législation dans ce domaine, dans le domaine de l'influence commerciale, puisque effectivement, il y a eu une loi le 9 juin 2023, une des premières au monde à légiférer sur le sujet, qui est entrée en vigueur. Et on verra ensuite dans une deuxième partie en pratique les contours juridiques et le cadre juridique des acteurs de l'influence commerciale. Alors, s'agissant de l'évolution de la législation, on peut, pour caricaturer, dire qu'il y a un avant et un après la loi du 9 juin 2023. Alors, avant la loi du 9 juin 2023, on n'était pas pour autant dans une zone de non-droit. Les commentateurs de cette loi, certains ont dit qu'elle venait combler un vide juridique, qu'il n'y avait rien avant pour légiférer sur l'influence commerciale. C'est pas tout à fait exact. Parce que la nature a horreur du vide, la nature juridique a horreur du vide, et trouve toujours une qualification pour sanctionner des comportements qui apparaissent excessifs, abusifs, voire déloyaux. Donc, les principaux instruments qui existaient, enfin, qui étaient utilisés avant la loi du 9 juin et qui peuvent toujours l'être d'ailleurs, sont par exemple les règles en matière de concurrence déloyale ou parasitaire. C'est notamment le cas lorsqu'une marque constate qu'une personne dite influenceuse ou se présentant comme influenceuse utilise ses produits ou services pas forcément avec autorisation, mais pour drainer une audience, pour drainer un public, et qui donc profite des attraits de la marque pour se faire connaître. Ou pour présenter des produits similaires, mais qui empruntent au code ou à la manière d'être conçus d'autres marques plus établies, plus importantes. Alors, la concurrence déloyale, euh, elle s'exerce de manière classique en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité, et elle peut aboutir à un paiement de dommages et intérêts à la partie qui se sent
euh, qui ressent un préjudice de la concurrence déloyale, on peut obtenir la cessation des agissements déloyaux et la publication de la décision judiciaire. Donc ça, c'est un mécanisme qui existait avant, qui existe toujours, et qui peut sanctionner des comportements déloyaux, y compris sur les réseaux sociaux. Autre instrument législatif, le droit de la consommation. Euh, Avant l'adoption de la loi du 9 juin 2023, il existe toujours d'ailleurs dans la législation française, un arsenal juridique prévu dans le Code de la consommation sur les pratiques commerciales déloyales et les pratiques commerciales interdites. Parce que la législation française est dotée de restrictions en matière de pratiques commerciales et en matière de publicité. Et ça s'appliquait alors à toute situation publicitaire, y compris sur Internet. Et d'ailleurs, on l'a vu, la DGCCRF, la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a d'ailleurs déjà prononcé des sanctions sur le fondement du Code de la consommation, donc bien avant l'adoption de la loi du 9 juin 2023. Notamment, on se souvient en juillet 2021 qu'une célèbre influenceuse qui s'était fait connaître dans le milieu de la télé-réalité, alors à l'inverse de la DGCCRF, je ne ferai pas de name and shame, comme on dit, c'est-à-dire je ne citerai pas les noms, mais ce sont, pour ceux qui s'intéressent au sujet, des noms assez connus. Donc cette influenceuse qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux avait été condamnée par la DGCCRF à 20 000 euros d'amende pour pratique commerciale trompeuse parce qu'elle assurait notamment la promotion sur son site la promotion d'un site internet de vente de Bitcoin. Et puis même juste dans les jours précédents l'adoption de la loi du 9 juin 2023, plusieurs influenceurs ont été épinglés pour des publicités cachées, notamment pour des paris sportifs, ou des injections d'acide hyaluronique réalisées par des prestataires ne disposant pas la qualité de médecin, donc des influenceurs qui avaient fait la promotion de pratiques qui étaient interdites, puisque de toute façon contrevenant aux règles en matière de publicité. Et puis après l'adoption de la loi du 9 juin 2023, toujours sur les mêmes fondements du Code de la consommation, en juillet 2023, une nouvelle vague d'influenceurs ont été réprimandés par la DGCCRF et se sont vus imposer des obligations de rappel à la loi et donc d'affichage sur leur compte, des raisons pour lesquelles ils faisaient l'objet d'une sanction par la DGCCRF qui elle-même avait publié la sanction sur son site internet. Donc on voit qu'avant l'adoption de la loi du 9 juin, il existait déjà un arsenal juridique qu'on pouvait utiliser pour sanctionner les pratiques abusives ou en tout cas qui posaient question sur les réseaux sociaux. Mais alors du coup, on s'interroge, quel est l'apport de la loi du 9 juin 2023? Alors elle vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une loi qui est importante parce que la France est le premier pays européen et l'un des premiers pays au monde à proposer un cadre de régulation de ce secteur de l'influence commerciale. Il y a plusieurs objectifs qui étaient poursuivis lors de l'adoption de cette loi. Le premier objectif, c'est d'accompagner l'influenceur. Avant de parler de sanctions, la question est aussi de bien définir l'activité, de l'encadrer et de protéger, on verra plus tard, protéger le consommateur. Mais l'accompagnement de l'influenceur est quand même le premier objectif. Donc cette loi pose pour la première fois une définition juridique de l'activité d'influence commerciale et d'agent d'influenceur. Alors, d'autres organismes ou juridictions s'étaient essayés à la définition d'influenceur, mais pour la première fois, la loi vient aujourd'hui apporter une définition qu'on verra par la suite. Cette loi du 9 juin, elle impose désormais à peine de nullité
qu'un contrat écrit soit conclu entre les influenceurs et les marques et les agences, avec des mentions obligatoires dès lors que le contrat dépasse un certain montant qui est fixé par décret. Le décret n'est pas encore paru, mais on peut supposer qu'il s'agit vraiment en tout cas des contrats les plus significatifs, où la rémunération est la plus significative. Le décret, normalement, est annoncé avant la fin de l'année, donc il y aura une mise à jour, bientôt de ce webinaire, en tout cas pour citer le montant du décret. L'accompagnement de l'influenceur se caractérise aussi par une obligation de faire apparaître collaboration commerciale ou collaboration rémunérée ou publicité sur les contenus qui sont diffusés par l'influenceur qui fait la promotion d'un produit ou service pour lequel il reçoit une contrepartie. Et puis cette loi elle prévoit aussi que pour les influenceurs mineurs, on leur applique le régime des enfants mannequins, qu'on verra très succinctement juste après. Alors, sur la définition de l'influenceur, qu'est-ce qu'un influenceur? Alors, au terme de l'article 1 de cette loi du 9 juin 2023, les influenceurs sont les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque, que ces personnes morales exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique. L'agent commercial est lui aussi défini, et cette activité, elle consiste à représenter à titre onéreux les personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique, et le cas échéant leur mandataire, dans le but de promouvoir à titre onéreux des biens et services ou une cause quelconque. Donc ces définitions, elles ont le mérite d'exister. Elles seront certainement sujettes à interprétation, notamment sur la notion de notoriété. Parce qu'on va le voir après, comment est-ce qu'on définit la notoriété de quelqu'un. C'est un concept quand même très relatif, surtout sur les réseaux sociaux, surtout à l'égard de publics qu'on dit qualifiés. C'est une personne qui est connue pour quelqu'un peut être totalement inconnue pour quelqu'un d'autre. Donc ça va faire l'objet très certainement de débats, d'interprétations sur cette qualification, notamment en cas de contentieux judiciaire. Je le disais tout à l'heure, dans le cadre de cette loi du 9 juin 2023, il y a des dispositions spécifiques pour les mineurs, parce que certains réseaux sociaux, on pense à TikTok par exemple, rassemblent un très grand nombre d'utilisateurs mineurs, et certains d'entre eux peuvent avoir une communauté, des followers comme on dit, qui peuvent être quand même très importants. Et donc il est apparu quand même nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour protéger ces mineurs par rapport à leur activité. Donc on leur applique le régime des mannequins, qui est un régime spécifique prévu dans le Code du travail. Donc on prévoit, la loi du 9 juin 2023, elle prévoit qu'il y a une présomption de contrat de travail, que pour les enfants de moins de 16 ans, il y a une obligation d'obtenir une autorisation préfectorale individuelle ou de passer par une agence agréée par la préfecture pour embaucher des enfants. Les parents doivent être titulaires de l'autorité parentale, qui sont titulaires de l'autorité parentale, doivent donner leur accord pour l'utilisation de l'image de l'enfant. Et le salaire est réparti entre les parents et la Caisse des dépôts et consignations. On voit bien que l'objectif, c'est bien la protection du mineur et l'exploitation et la protection contre l'exploitation de son image. Donc ça, c'était le premier objectif de cette loi du 9 juin 2023, c'était accompagner l'influenceur. Le deuxième objectif de cette loi, qui est très structurant, très important, c'est protéger les consommateurs. Donc, un certain nombre de dispositions ont été prises dans le but de remplir cet objectif. Et il a été rappelé, alors c'est parfois des redites par rapport aux règles déjà existantes en matière de publicité, mais en tout cas qui viennent s'y ajouter. Il est interdit pour des personnes
dites influenceurs sur les réseaux sociaux, de faire la promotion de certains biens ou services, et notamment les actes, alors j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus dans la loi, dans mes slides. Il y a les actes de santé, les actes de médecine, de chirurgie esthétique, la promotion de la nicotine, ou de l'alcool d'ailleurs, tout ce qui est rapport avec la loi E20 sur la publicité est applicable sur les réseaux sociaux. Interdiction de faire la promotion d'abstention thérapeutique, d'animaux ou, ou d'animaux sauvages, pardon. Il est interdit aussi de faire de la promotion sur les propriétés nutritionnelles d'un produit sans être qualifié pour. Enfin, vraiment, il y a une réglementation restrictive pour éviter la promotion d'éléments qui peuvent affecter la santé des consommateurs. Il y a aussi une obligation de transparence accrue, une responsabilité en cas de dropshipping. Alors le dropshipping, c'est un mécanisme commercial qui permet à une personne en fait de faire livrer des biens achetés auprès d'elle sans être elle-même le fournisseur ou ayant l'obligation de constituer un stock. Donc là, la loi elle prévoit que l'influenceur qui s'adonne à des pratiques de dropshipping est tenu des mêmes responsabilités que le fournisseur. Et donc on vient responsabiliser l'influenceur de la promotion de produits en le rendant responsable de la qualité de la livraison de ce qui est livré. Alors qu'avant, il servait un petit peu plus d'intermédiaire et se dédouanait en cas de difficulté sur les produits vendus. Il y a une obligation de transparence sur les contenus retouchés et issus de l'intelligence artificielle, puisque pour lutter contre euh, les, les personnes qui ne font pas état d'utilisation de filtres ou de contenu, ceux qui exploitent une image et qui ne révèlent pas qu'elle est issue de l'intelligence artificielle, aujourd'hui ce n'est plus possible. Il y a une obligation de transparence et l'influenceur doit révéler que les contenus qu'il a utilisés sont retouchés, ou en tout cas issus de l'intelligence artificielle si c'est le cas. Et puis, toujours dans une volonté de protéger le consommateur, il y a une extension, comme on peut dire, extraterritoriale. C'est-à-dire que le simple fait qu'un influenceur soit basé à l'étranger, on pense notamment à une grande communauté d'influenceurs euh, située à Dubaï dont la communication est dirigée à l'égard du public français. Pour ces personnes-là, les influenceurs installés à l'étranger ont une obligation de nommer un représentant légal en France et doivent contracter une assurance en France en cas de dommage. On va revenir sur le sujet juste après. Puisque la responsabilité des influenceurs, elle est accrue, et notamment la loi prévoit que les sanctions pénales peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Alors pour les influenceurs ou pour leurs agents, puisqu'il y a un principe de co-responsabilité. Et puis, il y a la possibilité aussi de prononcer des peines supplémentaires d'interdiction d'exercer une activité dans le milieu de l'influence. Donc on voit on aggrave la responsabilité des influenceurs, pour autant on n'oublie pas la responsabilité également des plateformes sur lesquelles leur contenu est diffusé, puisque la loi du 9 juin, elle ajoute plusieurs dispositions à la LCEN, la loi pour la confiance en l'économie numérique qui a été adoptée en 2004, avec des nouvelles obligations qui pèsent sur les plateformes en ligne, et notamment l'obligation pour les plateformes de retirer tout contenu d'influenceurs qui violerait les dispositions de la loi du 9 juin 2023, et l'obligation de mettre en place des mécanismes permettant à toute personne, tout consommateur, de signaler un contenu illicite. Donc aujourd'hui, on transfère sur les plateformes un rôle actif de responsabilisation sur le contenu qu'elles diffusent et dont elles profitent aussi financièrement. Donc
comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des dispositions spécifiques pour les influenceurs installés à l'étranger qui visent un public français. Donc la loi part du principe que à partir du moment où les consommateurs victimes et le public visé se situent en France, dans le territoire français, c'est le droit français qui doit s'appliquer, le droit de la consommation français. Il y a, alors pour ça, c'est des critères qui sont habituels à retenir en matière d'infraction sur Internet, hein. Le fait que la personne s'exprime en français, vise le public français, quand bien même elle serait basée à l'étranger, ne l'exonère pas de l'application de la loi française. La loi ajoute une obligation pour l'influenceur qui réside à l'étranger de désigner un agent ou un représentant légal qui, lui, doit être installé en France. Euh, alors, le dernier élément de la slide, c'est l'instauration d'un principe de co-responsabilité. C'est-à-dire que non seulement l'influenceur a l'obligation d'avoir un agent ou un représentant légal en France, mais en cas de condamnation, la peine prononcée à son encontre pourra être appliquée à son agent ou au diffuseur. Donc là, on incite tant les influenceurs que les agences qui les représentent à se responsabiliser sur la nature des contenus qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Et puis il y a une obligation de souscrire une assurance responsabilité civile en France pour les dommages occasionnés par l'activité. Et la DGCCRF peut lancer une procédure de signalement aux plateformes contre un influenceur en violation de la loi française pour modérer son contenu ou le bannir de la plateforme. Parce qu'en réalité, on se pose forcément la question, que se passe-t-il si la DGCCRF poursuit, décide de prononcer une amende, mais que la personne, comme elle est installée à l'étranger, qu'elle ne revient pas sur le territoire français, ne la paye jamais. Alors, au-delà de l'amende, eh ben, la DGCCRF, elle peut faire modérer le contenu ou faire en sorte, en tout cas pousser à ce que la personne, en violation répétée, puisse être bannie de la plateforme et donc obliger plateforme exploitant réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, etc., à bannir cette personne de la plateforme. Donc des sanctions quand même relativement lourdes qui peuvent être appliquées. Et puis la loi du 9 juin 2023, elle crée une brigade spécifique au sein de la DGCCRF, active en principe depuis le mois de septembre, qui contient 15 agents à temps plein. Et dans une enquête qui avait été menée depuis 2021 par la DGCCRF, elle estime que 60% des influenceurs ne respectaient pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs, donc réglementation que j'ai évoquée en début de présentation. Donc c'est la raison pour laquelle elle a commencé à prononcer des injonctions administratives et que désormais cette nouvelle brigade spécifique au sein de la DGCCRF va être chargée de faire appliquer cette loi du 9 juin 2023. Donc vigilance pour les influenceurs à redoubler sur les contenus qui sont publiés en ligne. Alors en pratique, quel cadre juridique il faut respecter pour tous les acteurs du milieu de l'influence, que ce soit les influenceurs ou les marques? Alors d'abord, les besoins des influenceurs. On a donné la définition tout à l'heure, celle du texte de la loi, mais je la redonne. À partir de quand est-ce qu'on peut être qualifié d'influenceur? C'est vraiment une qualification à géométrie variable, puisque c'est l'accumulation d'un ensemble de critères. C'est d'abord la mobilisation de sa notoriété auprès de son audience sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Donc là, encore une fois, comme je l'ai dit, il va falloir débattre, il va y avoir des débats sur la notion de notoriété auprès de son audience. On peut très bien être quelqu'un de très influent à 20 000 ou 30 000 followers pour un public très 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 ciblé, qualifié, et l'être beaucoup moins sur des communautés plus importantes parce qu'on a un public plus généraliste, plus éparse, qui ne s'intéresse pas forcément à la même chose. Donc ça va vraiment dépendre
du type de milieu et du type de communauté, euh, avant qu'on puisse déterminer qu'est-ce que la notion de notoriété. Mais en tout cas, c'est mobiliser sa notoriété auprès de son audience sur les réseaux sociaux pour faire la promotion d'une cause, d'un produit ou d'un service. Les contours de la cause dans la loi sont pas très clairs. Le produit-service, on voit assez bien. Mais en tout cas, c'est faire la promotion de ces éléments-là, exercer une influence et un relais d'opinion. C'est vraiment donner ton avis, se placer comme témoin, se placer comme utilisateur, comme personne qui recommande ou qui ne recommande pas un produit, mais en tout cas exercer une influence auprès de son audience et en percevoir une contrepartie. Et la contrepartie, elle peut être évidemment de manière très classique financière, mais elle peut être aussi en nature, des avantages en nature. Avant l'adoption de la loi du 9 juin 2023 et l'explosion par exemple des réseaux sociaux, on avait avant, enfin les réseaux sociaux type TikTok, Snapchat, Instagram, etc. On avait avant beaucoup de YouTubeurs qui recevaient des produits gratuits pour en faire la promotion sur leur chaîne YouTube. Le simple fait de recevoir les produits de manière gratuite et d'être rémunéré en nature est considéré comme une contrepartie. Alors du coup, comment est-ce qu'on encadre cette activité? On va le voir un petit peu plus dans le détail, mais il y a 4 aspects qu'il faut garder à l'esprit. Le premier aspect, c'est la contractualisation avec les marques. La loi du 9 juin 2023, elle impose un contrat écrit. Donc on va voir les mentions qui sont obligatoires. Mais il faut aussi réfléchir lorsqu'on a une collaboration avec une marque et qu'on décide de créer par exemple une e-boutique, de penser à ses mentions légales, à ses conditions générales de vente, d'encadrer sa pratique sur Internet. Il faut aussi penser, quand on est influenceur, à la gestion de ses droits de propriété intellectuelle sur son image, d'abord. Est-ce qu'on dépose une marque? Quels sont les contours de son propre droit à l'image? Et quels sont aussi les droits de propriété intellectuelle qui sont générés par les contenus qui sont créés? Parce que les contenus créés peuvent relever, peuvent être protégés, notamment au titre du droit d'auteur. On verra un petit peu plus en détail par la suite. Puis quand on est influenceur, il faut aussi se poser la question de son statut juridique. Est-ce qu'on a un est-ce qu'on est un salarié et déjà d'une entreprise et dans quel cadre on peut exercer cette activité? Est-ce qu'on est un influenceur professionnel et donc on a un statut de travailleur non salarié? Est-ce que on garde juste cette activité complètement parallèle mais non professionnelle? La question se pose notamment en matière fiscale parce que le moindre euro, en principe, qui est généré par l'activité est sujet à déclaration. Donc, en fonction de son statut, la déclaration fiscale est faite de manière différenciée. Et puis, il faut penser, on l'a dit, répété, et maintenant ça commence à rentrer dans la pratique des influenceurs, faire l'objet de transparence et notamment de révéler la qualité commerciale de la collaboration et de mentionner de manière bien apparente sur ces contenus qu'il s'agit d'une collaboration commerciale. Alors, petit focus sur les relations contractuelles des influenceurs. Ça, c'est un apport significatif de la loi du 9 juin 2023, puisque désormais, il y a des clauses obligatoires avec l'agent ou l'annonceur qui doivent figurer dans les contrats, et ce, à peine de nullité. Donc, doivent figurer de manière obligatoire les informations relatives à l'identité des parties, le coordonnées postales électroniques, ainsi que le pays de résidence fiscale, la nature des missions qui sont confiées par euh, la marque à l'influenceur, la contrepartie, qui peut être donc une rémunération en numéraire ou qui peut être en nature, et les conditions et les modalités de cette rétribution,
Les droits et les obligations qui incombent à chacune des parties, que ce soit l'influenceur ou la marque, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle, et la soumission du contrat au droit français, au Code de la consommation, au Code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 juin 2023, puisque le contrat, en tant que visant un public français, est de toute façon soumis au droit français. Donc ça, c'est les clauses obligatoires qui sont prévues par, de mémoire, l'article 8 de la loi du 9 juin 2023. Alors, on peut recommander d'autres types de clauses à négocier, notamment la durée du contrat. Pendant combien de temps est-ce que ces relations contractuelles, elles existent? Une éventuelle exclusivité, notamment pour les marques, qui pourrait restreindre la possibilité pour un influenceur de faire la promotion de produits concurrents. Donc plus il y a de clauses, plus la clause d'exclusivité est restrictive, bah, plus la durée de contrat devra être bien encadrée. Et puis l'éventuel tribunal compétent en cas de litige. Donc ça vraiment, c'est les clauses obligatoires et ou optionnelles, mais recommandées à prévoir pour bien négocier son contrat d'influenceur. S'agissant des contenus, petite checklist. Euh, alors, on l'a dit, chaque influenceur devra mentionner sur chacun des contenus qui est publié, et si c'est le cas, s'il fait l'objet d'un partenariat rémunéré, donc collaboration commerciale, collaboration rémunérée, et si les images sont retouchées ou générées par l'intelligence artificielle. Petit focus sur le contenu en tant que tel. Lorsqu'on est influenceur, lorsqu'un influenceur crée des choses sur les réseaux sociaux, il peut y avoir une dimension artistique. Euh, et auquel cas, cette création de contenu peut rentrer dans le périmètre de la protection au titre du droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est ce qui protège euh, la création qui est empreinte d'originalité par une personne. J'ai mis un exemple des droits d'auteur sur un selfie. Pourquoi? Parce que au mois de mai ou juin, au mois de mai, la Cour d'appel de Paris a rendu une décision dans un litige qui opposait une influenceuse et une marque de prêt-à-porter, euh, parce que cette influenceuse avait pour habitude, dans son, dans son compte et dans ses contenus, de se prendre en photo dans un ascenseur en faisant un selfie avec de mémoire un chien. Et elle a reproché à la marque d'utiliser la même typologie de photographie pour promouvoir cette forme de selfie pour promouvoir les vêtements de la marque. La Cour d'appel de Paris a estimé qu'il n'y avait pas de contrefaçon de droit d'auteur parce qu'il n'y avait pas de qualification même de droit d'auteur sur le selfie qui ne faisait pas preuve d'une originalité suffisante pour rentrer dans le périmètre de la protection des droits d'auteur. Il faut préciser que cette influenceuse avait aussi agi sur le fondement de la concurrence déloyale par confusion et parasitisme. Alors, effectivement, c'est un autre fondement qui peut être utilisé, que j'avais évoqué au tout début, un instrument juridique préexistant très largement à la loi du 9 juin 2023. Et sur ce fondement-là, elle a voulu, alors à défaut de droit d'auteur, c'était son subsidiaire, dire qu'il y avait une forme de concurrence déloyale parce que la marque avait voulu, en utilisant le même procédé de photographie, entretenir une confusion et donc profiter par parasitisme de sa notoriété pour vendre ses vêtements. Ça n'a pas du tout été reconnu par la Cour d'appel, même si ce moyen est tout à fait juridiquement correct, mais en tout cas, en l'occurrence, il n'y avait pas de caractérisation suffisante de confusion ou de parasitisme pour emporter une condamnation. Euh, donc, il y a vraiment un... Et puis j'ai écrit aussi l'utilisation des marques.
Le contenu en tant que tel peut être protégé aussi au titre du droit des marques. On peut aussi euh, se protéger sur ce terrain-là en déposant une marque pour son activité et pour faire sa propre promotion. Donc les contenus en tant que tels, sous réserve de certains critères, peuvent être protégés au titre du droit d'auteur, aussi au titre de la concurrence déloyale par confusion et parasitisme. Donc les influenceurs créatifs, ceux qui vraiment se distinguent par une originalité de leur contenu et pas seulement par une prise de leur quotidien, peuvent faire l'objet d'une protection en tant que telle pour leur contenu. Alors, les contentieux et les difficultés les plus fréquentes pour les influenceurs, ils sont de trois ordres, trois catégories. Il y a les litiges évidemment qui sont nés de l'exécution des contrats et des prestations avec les marques. Est-ce que les prestations ont été suffisamment euh, exécutées, par exemple, la visibilité est-elle suffisante? Est-ce que les contenus durent autant de minutes que prévu dans le contrat? Est-ce qu'il y a eu autant de postes que prévu dans le contrat, etc. Il y a les contenus liés à la violation du droit à l'image, la violation à ses droits de propriété intellectuelle, l'atteinte à la vie privée ou à la réputation, parce que forcément, les activités sur les réseaux sociaux entraînent une visibilité extrêmement importante, en tout cas accrue à l'égard du public. Il peut y avoir des difficultés sur l'atteinte à sa vie privée ou à sa réputation. Et puis, il y a aussi des risques en matière de cyberharcèlement, d'injures publiques, de menaces, diffamation, dénigrement. Parfois, alors de moins en moins quand même, mais on imaginait Internet comme une zone de non-droit, qu'on pouvait librement s'adonner à la plus grande critique, euh, et que la liberté de parole était absolue sur les réseaux sociaux parce que derrière un pseudo, on peut être caché. euh, c'est quand même de moins en moins. Enfin, les gens se rendent compte qu'ils sont de plus en plus responsables des contenus qu'ils diffusent, parce qu'on peut retrouver une personne par son adresse IP. Il y a quand même des moyens de retrouver des personnes euh, par rapport au contenu enfin, au contenu parfois dénigrant ou diffamant qu'elles diffusent. Et puis le fait de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, bah, expose l'influenceur à un risque qui peut être accru de cyberharcèlement. Alors, on va faire un petit focus sur le cyberharcèlement. Alors, le harcèlement tout court, hein, c'est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés. Alors, vraiment, le caractère répétitif est un critère de la qualification du harcèlement, qui a pour but ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Donc, vraiment, là, un préjudice sur les conditions de vie de la victime. Donc, ça se traduit par une dégradation de la santé physique ou mentale de la personne harcelée. Donc c'est la fréquence des propos et leur teneur insultante, obscène ou menaçante qui constitue le harcèlement. Et évidemment, le harcèlement en ligne est un harcèlement, le cyberharcèlement qui s'exerce sur Internet, que ce soit sur un réseau social, un forum, un jeu vidéo, un blog, de manière dématérialisée, il existe quand même une possibilité de qualification de cyberharcèlement. Alors c'est un délit qui est puni de plusieurs peines d'emprisonnement. Alors, en particulier sur le cyberharcèlement, lorsque le comportement a causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et qu'il a été commis sur un service de communication en ligne, les peines peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. D'ailleurs, actualité toute récente, puisque une alerte hier sur France Info d'un rappeur français qui a été mis en examen le lundi 2 octobre, donc vraiment en tout début de semaine, pour harcèlement moral aggravé à l'égard d'une agent d'influenceuse pour des faits de menaces de mort, cyberharcèlement et recel de biens qui ont été perpétrés de mémoire en 2021 notamment.
Donc il y a vraiment une volonté de poursuite, y compris sur les réseaux, des phénomènes de harcèlement. Donc Internet n'est pas une zone de non-droit et il faut être particulièrement vigilant et dénoncer lorsque l'on est victime de cyberharcèlement, qu'on s'estime victime, dénoncer ces comportements pour les faire arrêter. Je terminerai mon propos sur le besoin des marques, des entreprises, des PME de toutes sortes, OTI, qui ont des produits ou des services à commercialiser. Alors, ça peut vraiment prendre une typologie très large. Et c'est pas parce que on vend des produits à l'échelle locale qu'on peut pas avoir un intérêt à, euh, à faire appel à un influenceur qui a une communauté, qui a une audience, qui peut être elle aussi locale, et qui peut donc être un relais d'opinion. Donc pour les marques qui auraient envie d'élargir leurs moyens de communication et s'adonner au marketing d'influence, il faut donc penser en miroir à ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, à mettre en place des contrats avec les influenceurs, de négocier correctement les conditions de l'influence, les obligations de publication, leur fréquence, l'exclusivité, vraiment de travailler sur la visibilité, de penser aussi à protéger sa marque, à octroyer des licences, des cessions, à gérer ses contrats d'exploitation. Parce que si on exploite une marque, quand bien même ce ne soit pas une marque notoirement connue et mondialement connue, une marque, elle peut être aussi protégée à partir du moment où elle est distinctive et elle s'adresse à un produit, un service euh, très spécifique. Il faut aussi faire attention aux opérations de commerce en ligne, au traitement de données personnelles, notamment lorsque on vend sur les réseaux sociaux et qu'on veut vendre à travers les réseaux sociaux, à travers un influenceur ou pas d'ailleurs. Et puis, il faut aussi penser à se protéger en matière de propriété intellectuelle ou industrielle et en droit des marques, à protéger sa marque par des actions en contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, lorsque c'est nécessaire. Voilà, on arrive au bout de cette présentation assez sommaire. Je ne crois pas avoir vu de questions dans le chat. Est-ce que à tout hasard il y a des questions dans la salle? Non, pas particulièrement. Non. Bon, eh ben écoutez, puisqu'il n'y a pas davantage de questions ni sur le chat ni dans la salle, on va clôturer cette intervention. N'hésitez pas à prendre attache avec nous si vous avez besoin de compléments d'information. Je vous remercie tous de votre attention et il est 9 heures pile. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.